Bien, merci beaucoup Didier. Comme vous l'avez compris, nous sommes la dernière table ronde de la journée et en plus, nous n'avons plus que 45 minutes. Donc, on va essayer d'être efficient et de tenir dans le temps imparti. Surtout que donc la table ronde sera suivie d'une utilisation, d'une démonstration donc de la cabine de téléconsultation. Donc cette table ronde, elle est un peu originale puisque en fait, elle est consacrée à une restitution de 3 expériences réussies. Donc on va vraiment rentrer dans du concret. Mais ce qui est intéressant également, c'est finalement de voir les liens qui existent entre ces 3 expériences et un certain nombre de notions qu'on a évoquées depuis ce matin, autour desquelles on a tourné en les précisant, en les différenciant. Et en particulier donc pour la première intervention donc d'Élodie Mallier, qui va entre autres évoquer à travers l'expérience de son groupe pharmaceutique des notions telles que l'équité et les inégalités d'accès, donc qui sont intéressantes. Ensuite, donc, le docteur Franck Bodino donc, va présenter l'expérience donc, de cette télémédecine et donc des téléconsultations. Et là, on voit bien que à travers ça, on va parler d'outils, de technologie et on va parler de territoire et de problèmes de démographie. Et puis donc nous terminerons par la présentation donc de Willy Sirek, qui est le directeur délégué de Helena Santé, donc comme l'a dit tout à l'heure Didier, Helena, donc ex-Noblage, pour ceux qui connaissaient le groupe sous cette appellation. Et là, on va effectivement aborder ce qu'on a un peu abordé ce matin, la notion d'usagers partenaires, mais aussi celle des professionnels et de la qualité de vie au travail, donc à travers une expérience sur le sens du service. Voilà, donc sans plus attendre, je donne la parole donc à Élodie Mallier pour cette première présentation sur l'accès aux soins, notamment en cancérologie. Oui, alors, ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Alors, merci beaucoup. Donc, juste une petite précision. Initialement, c'était Laure Lechertier, qui est directeur des relations institutionnelles chez Bristol Myers Squibb, qui devait réaliser cette présentation. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui, donc c'est moi qui ai l'honneur et la chance de la remplacer, afin de vous présenter finalement le projet sur l'atelier collaboratif sur l'équité d'accès aux soins en cancérologie. Alors, quelques chiffres clés avant de commencer cette présentation. Quand on parle de cancer, aujourd'hui, on parle de 400 000 nouveaux patients diagnostiqués par an. On parle de 150 000 décès. Et surtout, on parle d'une des premières causes de mortalité en France, ce qui nécessite finalement la mobilisation de tous les acteurs afin de trouver des solutions et d'améliorer le parcours de soins de ces patients. Donc, c'est à ce titre que Bristol Myers Squibb s'est engagé dans cette thématique, puisque la philosophie de BMS, c'est pas uniquement de développer des traitements et de les mettre à disposition des patients, c'est également d'accompagner l'innovation et de s'engager auprès des patients et de trouver des solutions concrètes. Alors, sur la notion d'équité, alors je crois qu'on avait des petites slides, voilà, super. Alors, la notion d'équité, finalement, elle peut paraître assez méconnue, puisqu'on a tendance à la confondre généralement avec celle de l'égalité, alors que finalement, même si ces deux notions, elles se ressemblent, en tout cas en termes de symbolique, elles ne revêtent pas pour autant le même résultat. Aujourd'hui, quand on parle d'égalité, eh bien, c'est traiter les individus de la même manière, quelles que soient leurs caractéristiques individuelles. Ce qu'on recherche, c'est qu'à ressources données, eh bien, chacun puisse disposer de la même quantité de ressources. L'équité, c'est un petit peu différent. L'équité, c'est finalement prendre en compte les caractéristiques des patients, et c'est accepter de donner plus à certains, c'est accepter de donner moins à d'autres, l'objectif étant finalement que tous les individus aboutissent à un résultat identique. Alors pour illustrer un petit peu ces propos, donc vous avez une petite slide avec 2 dessins. Donc on
on fait un petit peu de prospective, on s'imagine à Moscou pour la Coupe du Monde, et finalement on a en face de nous 3 enfants qui essaient de regarder le match de la France. Et ces 3 enfants, eh bien, ils n'ont pas le même âge, ils ont une taille différente, mais pour les aider, nous avions 3 caisses pour les aider à mieux voir le match. Alors dans la première situation, on est dans une situation dite égalitaire, c'est-à-dire que ces 3 caisses, on les a données à chacun des enfants. Sauf que quand on regarde les résultats, finalement, on voit qu'il n'est pas identique entre les 3 enfants, puisque le plus grand, il voit encore mieux le match, alors que le plus petit, il ne le voit toujours pas. Si on raisonne en termes d'équité, eh bien là, c'est accepter de ne pas donner de caisse au plus grand des enfants, parce qu'il voit déjà suffisamment bien le match, mais c'est en donner 2 au plus petit pour que le résultat soit identique et pour qu'il puisse voir le match exactement de la même manière. Et l'équité, c'est ça, et c'est pas uniquement une histoire de match de football, c'est également une histoire de santé. Et c'est donc à ce titre que l'équité est aujourd'hui mieux prise en compte par les pouvoirs publics, puisque ça a été à la fois un des axes majeurs du plan Cancer 3, et c'est également un des axes de la stratégie nationale de santé. Et c'est à ce titre que BMS est également engagé. Alors finalement, l'atelier collaboratif sur l'équité d'accès aux soins, qui est l'objet de la présentation aujourd'hui, il s'inscrit dans une démarche qui a été initiée par le laboratoire depuis 2015. Donc là, j'ai la slide 2, en principe. Voilà, merci. Donc en fait, tout a commencé en 2015 avec le lancement d'une étude scientifique qui s'appelle l'étude Territoire et qui visait en fait à suivre la prise en charge des patients atteints d'un cancer du poumon. Donc ça a été une étude tout d'abord au niveau national, puis qui a été déclinée dans 3 régions, et qui a permis finalement de mettre en avant un certain nombre d'indicateurs qui nous montraient qu'il n'existait pas de prise en charge unique et que certains patients bénéficiaient d'une prise en charge meilleure que d'autres. Donc à titre d'exemple, j'ai un résultat qui est assez parlant. C'est que par exemple, aujourd'hui, un patient qui habite dans une zone défavorisée, il aura une probabilité de 20% inférieure à un patient qui habite dans une zone favorisée d'accéder à un traitement innovant lors de sa prise en charge. Ou alors, un autre résultat qui est également assez parlant, c'est le fait que le taux de survie à 1 an pour un patient diagnostiqué à un stade métastatique pour son cancer du poumon, elle pourra être majorée de 50% lorsqu'il habite dans une zone qui est socialement favorisée. Et donc ça, c'est assez parlant, et finalement, ça nous montre bien qu'il existe réellement des enjeux d'équité. Alors, à côté de cette étude scientifique, l'étude Territoire a également été lancée une démarche participative qui s'appelle les débats Innovation Cancer, et qui se sont tenus entre 2015 et 2016. Donc en fait, ces débats, ils se sont concrétisés par 8 régions, 8 villes, dans lesquelles on a réuni les acteurs du territoire, que ce soit des professionnels de santé, des associations de patients, des élus locaux, des collectivités territoriales. C'est rigolo. Afin donc de réfléchir à la notion de prise en charge thérapeutique et à celle d'accès à l'innovation. Et finalement, donc, ces débats, ils ont réuni plus de 187 contributeurs. Ils ont permis d'aboutir à des propositions d'action. Et aujourd'hui, ces propositions, elles sont retranscrites dans un livre blanc. Et on se rend compte finalement, à la lecture de ce livre blanc, que l'équité a été un élément très fort des échanges, encore une fois. Donc, afin d'aller plus loin et finalement d'arrêter de réfléchir et vraiment de passer à l'action et de mettre en place des solutions concrètes, l'étape suivante, ça a été la mise en place d'un atelier collaboratif sur l'équité d'accès aux soins. Alors, évidemment, avant de mettre en place cet atelier collaboratif, il fallait être exhaustif et il fallait savoir de quoi l'on parle. Donc nous avons réalisé une revue de la littérature qui recense plus de 70 études scientifiques et qui permet finalement de mettre en avant des déterminants qui peuvent avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique et sur l'accès aux soins des patients. Et ces déterminants, ils sont pluriels, ils peuvent tenir aux patients, donc c'est ce qu'on appelle les déterminants individuels. Ça peut être l'âge, le sexe, le niveau d'éducation. Mais il existe également de nombreux déterminants géographiques selon la zone où l'on habite ou selon la distance kilométrique jusqu'à son centre de prise en charge. Et enfin, un déterminant qui aujourd'hui n'est plus à débattre, c'est celui de la densité médicale, puisque en effet, selon que l'on habite dans un désert médical ou en ville avec des médecins en nombre suffisant, finalement, la prise en charge sera complètement différente. Donc cette revue de la littérature, une fois réalisée, l'objectif, ça a été de déterminer des thématiques qui puissent servir de base, en fait, à l'élaboration de solutions concrètes.
Et donc, pour établir ces thématiques, nous avons réuni un comité de pilotage, donc de 8 personnes indépendantes, qui nous a aidés finalement à définir 4 moments du parcours dans lesquels on retrouvait des enjeux d'équité très importants. Et les 4 thématiques qui ont été définies, c'est l'accès au diagnostic, puisque finalement on se rend compte que selon son lieu de prise en charge ou selon ses caractéristiques individuelles, le temps d'accès au diagnostic peut être plus ou moins long et plus ou moins coordonné. La deuxième thématique, c'est celle du suivi thérapeutique. La troisième thématique, c'est celle du lien entre la ville et l'hôpital, donc comment finalement accompagner le patient à sa sortie d'hôpital et comment favoriser la coordination des acteurs autour de lui, que ce soit au niveau médical, socio-médical, médico-social, ou niveau social. Et enfin, la dernière thématique, c'est l'accès aux soins de support, parce que donc, dans la cancérologie, les soins de support, c'est quelque chose de très important, sauf qu'en fonction de la zone dans laquelle on habite, et aussi en fonction de l'offre en soins de support, eh bien, l'accès aux patients sera très diversifié. Et ces 4 thématiques, donc, elles ont été débattues le jour de l'atelier collaboratif, qui a eu lieu le 14 novembre 2017. Et cet atelier collaboratif, il a réuni plus de 30 participants, issus d'horizons totalement divers. Et ces 30 participants ont été séparés en 6 groupes de travail. Et l'objectif de ces 6 groupes de travail, c'était de plancher sur une des 4 thématiques, en utilisant une méthode assez originale qui est celle de l'innovation collaborative. Alors l'innovation collaborative, qu'est-ce que c'est ? Eh bien finalement, c'est mettre autour de la table des gens qui ont une expertise différente, un métier différent, de les faire sortir de leur rôle, leur faire sortir de l'expertise, et finalement se mettre à la place de l'utilisateur de la solution, se mettre à la place d'un patient ou se mettre à la place d'un professionnel de santé, afin d'imaginer une solution concrète. La règle du jeu étant évidemment que pour qu'une solution soit concrète, elle ne nécessite pas un changement tant législatif que réglementaire. Et finalement, à l'issue de la journée, eh bien, on s'est rendu compte que le pari a été gagné, puisque les 6 groupes ont tous abouti à une solution qui peut être mise en place donc, à court ou plus long terme, mais qui en tout cas ne nécessitait pas de changement important en termes de législation et de règlement. Donc finalement, ces solutions aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, elles sont en cours d'étude de faisabilité, c'est-à-dire qu'on les creuse, on regarde quelles pourraient être les conditions de leur déploiement, tant géographiques que financiers, qu'opérationnels, que juridiques. L'objectif étant évidemment de pouvoir les creuser suffisamment pour qu'elles puissent être prises à bras-le-corps par un porteur de projet et qu'elles puissent vivre de manière autonome. Et afin de communiquer sur ces 6 solutions, de révéler également l'enjeu d'équité, qui est vraiment quelque chose d'important, mais également de donner la parole aux acteurs du terrain et aux acteurs de la cancérologie. Nous sommes en cours de rédaction d'un ouvrage qui sera disponible à la rentrée 2018 et dont, je l'espère, vous pourrez tous prendre connaissance de cette thématique et la porter autour de vous, parce que c'est vraiment important d'aujourd'hui favoriser l'équité d'accès aux soins pour les patients atteints de cancer, mais pas seulement, puisque je pense que dans toutes les pathologies, qu'elles soient chroniques ou non, il existe des enjeux d'équité et des enjeux d'accès qui peuvent être, à mon avis, résorbés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante et très innovante, cette co-construction finalement de solutions concrètes. Donc c'est vrai qu'on a hâte, à travers ce que vous nous avez dit maintenant, de pouvoir prendre connaissance de ces solutions. On va, si vous le voulez bien, écouter les 3 interventions et après, donc, vous pourrez poser des questions à nos 3 intervenants. Donc, je donne la parole tout de suite au docteur Franck Bodino, qui est donc médecin, fondateur donc de la société H4D, qui propose donc de véritables cabinets connectés de téléconsultation et qui donc va vous présenter cette expérience, mais qui n'est plus véritablement une expérience aujourd'hui, puisque, comme il va vous le dire, ça marche tout à fait bien et c'est en plein développement. Bonjour, avant toute chose, merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici et de vous présenter ce que nous faisons. Avant de rentrer dans la technologie, etc., qui n'est qu'une des briques de ce que nous proposons, permettez-moi en quelques mots de dire ce que nous faisons dans la vraie vie, puisque je vois beaucoup de choses passer sur des gens qui sont grillés après être rentrés dans la cabine, ou des dessins qui sont très marrons. Voilà, moi je suis médecin, nous on fait de la médecine.
La cabine, ça paraît être une évidence, mais il est important de le préciser. La cabine de télémédecine qui s'appelle une consultation est un dispositif unique au monde, qui est un dispositif médical de catégorie hospitalière et qui a nécessité 8 ans de recherche et de développement. Il est sous-tendu par toute une plateforme logicielle et c'est un outil qui est utilisé sans un personnel soignant à côté du patient. Le patient va être guidé par le médecin tout au long de la prise en charge. Et cela fera partie de la deuxième partie de mon intervention. Le médecin à distance va pouvoir réaliser jusqu'à 91% de ce qu'il fait dans son cabinet de médecine générale pour le généraliste et suivant les spécialités de manière quasi équivalente pour les cardiologues, les ophtalmos, etc. Versus 3% pour une consultation ou un conseil téléphonique et 5 à 6% pour une consultation en visioconférence. Tout ça sont des chiffres du British Medical Journal publiés en décembre de l'année dernière. Ce n'est qu'une partie de ce que nous faisons chez H4D. La deuxième partie concerne le recrutement, la formation et la mise à disposition des médecins. La formation des médecins est une brique fondamentale dans ce que nous proposons. Nous avons passé 6 ans et demi à travailler sur toutes les références médicales opposables qui pouvaient être inclus dans la sémiologie télémédicale, à savoir un médecin va probablement avoir besoin, lorsqu'un patient a une bronchite, d'écouter ses poumons, d'écouter son cœur, de prendre sa saturométrie, etc. Lorsqu'il s'agit de faire un examen d'épaule ou d'abdomen à distance, il aura moins besoin d'instruments, mais il aura besoin qu'on lui rappelle un certain type de sémiologie. Alors cela fait partie intégrante de la formation des médecins, qui est une formation initiale qui prend une quinzaine d'heures, où ce sont généralement des rappels de sémiologie, mais surtout comment guider le patient dans la prise en charge complète. Là, je vois que la slide en plus est incomplète. Le dispositif voilà, est marqué CE, FDA, les données sont sécurisées dans des banques de données agréées, etc., etc. La troisième brique de ce que l'on propose, c'est on ne va pas poser une solution, même si on offre une solution de bout en bout de la chaîne. Les gens s'en fichent d'avoir une cabine, ce qui les intéresse, c'est avoir un acte médical derrière. Mais cet acte médical, il va être compris dans un écosystème. Donc ce que nous faisons aussi, c'est que nous réfléchissons à comment intégrer cette solution dans un parcours de soins. Avant que le patient ne prenne rendez-vous avec un médecin téléconsultant, on va d'abord lui demander, notamment en France évidemment, s'il a essayé de prendre rendez-vous avec son médecin traitant. Et à la fin de la téléconsultation, qui est une consultation classique, eh bien, il y a un rapport complet qui est adressé au médecin traitant, qui reste la pierre angulaire de notre système. Ça me paraissait fondamental de démarrer par ces petits rappels. Autre chose qui est intéressant, c'est qu'on a comparé un patient qui entrait dans la consultation et qui était pris en charge par un médecin à distance avec le même patient qui va rentrer dans un cabinet médical et qui va avoir affaire à un médecin de manière classique. Ça, ce sera autre chose. Et on se rend compte que les deux consultations sont complètement calquées ou calcables, je ne sais pas si c'est français, l'une sur l'autre. Ce qui est important de comprendre, c'est que via la consultation, on ne va pas faire du télétout. Comme j'ai entendu tout à l'heure, il y a des critères d'inclusion et d'exclusion qui sont extrêmement forts. Il est hors de question de faire perdre du temps à un patient qui aurait potentiellement une urgence vitale à traiter. Il faut aussi que les patients puissent répondre à des ordres simples et à des questions simples. Donc tous les troubles neuropsychiatriques sévères ou les très jeunes enfants font partie des critères d'exclusion. Même si au Canada, où l'on travaille, les parents peuvent rentrer avec l'enfant qui est âgé de 6-7 ans, ce n'est pas quelque chose que l'on recommande, notamment en France. Là, c'est sous forme d'expérimentation. Ensuite, sur les dizaines de milliers de passages que l'on a déjà eus, 98,7% des consultations vont jusqu'au bout de la prise en charge. Et le 1,3% restant, c'est de l'orientation vers un spécialiste qui peut être fait automatiquement par téléconsultation dans la foulée ou une réorientation vers un cabinet médical.
La première question que l'on pose, c'est pas est-ce que vous voulez une cabine, c'est quel est votre projet médical, qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Dans le secteur public, on travaille par exemple sur des prises en charge de diabète. Pourquoi ? Puisque avec le groupe d'ophtalmo avec lesquels on travaille, eh bien, la possibilité de faire un fond d'œil, des tests visuels, des examens ophtalmologiques à distance. On travaille aussi avec un CHU, par exemple à Caen, sur de la préanesthésie. Comment l'anesthésiste va éviter à son patient, dans certains cas extrêmement bien cadrés, de se rendre au CHU, mais il va pouvoir faire de la préanesthésie à distance, etc. Donc la première question que l'on pose, c'est quel est votre projet médical ? À quelle question médicale vous voulez répondre ? Dans le secteur privé, on parlait de qualité de vie au travail, ça va être la possibilité de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste dans l'heure, plutôt que d'attendre en moyenne 3 jours, ou 2,5 en région parisienne, 4,5 jours en moyenne sur la France, pour accéder à un médecin généraliste. La proposition, là, est dans l'heure. S'il s'agit de travailler dans le cadre de la médecine du travail, eh bien, à ce moment-là, on coordonne nos actions avec la médecine du travail. Nous avons été les premiers à avoir les agréments pour pouvoir travailler dans ce cadre-là. Donc ça me semble fondamental de recontextualiser les choses, puisqu'on entend beaucoup parler et on a cette chance d'avoir quelque chose qui est visible. Souvent on me demande, mais pourquoi est-ce que toi qui étais médecin dans des territoires isolés, tu as voulu recréer une cabine ? Eh bien pour 3 raisons auxquelles ne répondaient pas les capteurs séparés, les valises ou les chariots. La première raison, c'était la qualité de mesurage. Nous sommes les seuls au monde à garantir une qualité de mesurage équivalente à celle prise par un médecin. Je ne parle pas par un autre professionnel, même si un infirmier ou une infirmière saura très bien le prendre. Ce sont des études menées avec des médecins. Donc la qualité du mesurage, puisqu'un bon capteur ne donne pas forcément une bonne mesure, puisqu'il y a des questions d'ergonomie, d'environnement, de prise de mesure, etc. La deuxième chose, c'était respecter la confidentialité des échanges. Confidentialité, donc dans le colloque singulier qu'il peut y avoir entre le patient et le médecin, la confidentialité est fondamentale dans la manière qu'a va avoir le patient de se livrer à son médecin. Il faut savoir, puisqu'on m'a demandé quelques chiffres, 87% des patients qui utilisent ce dispositif oublient que le médecin est à distance en moins de 2 minutes. 98%, ça on ne le publie pas trop, préfèrent retourner là plutôt que de retourner dans une salle d'attente. Ça fait quand même réfléchir. Et le troisième critère, c'était recréer un lieu de santé identifiable, que les gens puissent se dire c'est là que je vais avoir accès à un médecin. Là, je vous ai parlé du mode téléconsultation, on m'a demandé de ne pas trop m'éterniser. Il y a un deuxième mode qui est un mode check-up, où on intervient dans la coordination du parcours patient, notamment en intra-hospitalier. Quelques chiffres, on est passé de 49% de complétude des mesures à 100%. On a travaillé ça avec l'HPVG notamment et avec Bobigny à Paris. Deuxième chiffre qui est quand même assez parlant, 2% de remontée opportuniste, ce qui fait en moyenne 2 à 4 patients par jour qui n'avaient rien à faire en attendant d'être pris en charge, mais qui nécessitaient une prise en charge urgente par les médecins, qui ont donc été détectés extrêmement précocement, à travers un électrocardiogramme, des tensions pincées, etc. La troisième chose, c'est plus de 45% de gains pour le médecin, puisque le patient, lorsqu'il attend dans la salle d'attente, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet, va pouvoir bénéficier d'un ensemble de mesures standardisées, reproductibles, qui sont directement envoyées dans le dossier du médecin qui va le recevoir en consultation. Voilà. Pourquoi c'est le bon moment ? C'était la troisième slide, mais apparemment c'est passé. Tout simplement puisque maintenant la télémédecine, ça fait 12 ans que je travaille sur ces problématiques de télémédecine. Ça restait quelque chose de très anecdotique, ça l'est encore, mais on en parle. Il y a une volonté claire des pouvoirs publics d'aller de l'avant avec des remboursements des actes, etc. Mais pas que. Il y a aussi de nouveaux modèles économiques. Je vois des personnes qui peuvent représenter ici ou qui sont à des bords de start-up, etc., qui bousculent un petit peu les codes. Et je trouve ça bien, même très bien, à partir du moment où on respecte des règles éthiques, déontologiques et avant tout le patient, mais ça va dans le bon sens. Donc il y a un momentum qui fait que la télémédecine peut réellement prendre sa place dans l'organisation des soins pour répondre à des problématiques simples. La première, c'est soigner des gens. Ça paraît être une évidence, mais je crois que c'est la chose qui nous anime tous, soigner des patients qui aujourd'hui sont dans des territoires parfois difficiles et les soigner en respectant la qualité et le professionnalisme qui nous animent tous.
Donc je vais m'arrêter là, autrement ça va être trop long. J'espère qu'il y aura peut-être quelques personnes qui seront intéressées pour tester la consultation. Les messages que je voulais faire passer, c'est que ce n'est qu'une technologie, même si aujourd'hui elle est très particulière, c'est une technologie française qu'on exporte dans 6 pays, mais on exporte aussi un savoir-faire sur une prise en charge médicale à distance. On va publier le premier traité de sémiologie, où on a repris organe par organe, appareil par appareil, avec le concours notamment de l'Académie de médecine sur savoir comment appréhender ces questions de prise en charge à distance et de validation de nos protocoles. Ce n'est pas qu'une technologie, c'est un service médical nouveau qui s'intègre dans un parcours de soins. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation très très complète. Nous changeons d'univers et donc je vais donner la parole à Willy Sirek qui est le directeur général délégué du groupe Elena Santé, donc un groupe qui gère plusieurs structures dans le secteur sanitaire et médico-social et qui a développé une approche du sens du service, donc qui concerne à la fois les usagers mais aussi les professionnels des établissements. Oui, moi, après la techno, je vais vous parler savoir-être des équipes. Donc, effectivement, pour vous présenter une démarche qu'on a appelée Sens du service chez Elena Santé, une démarche qui vise à la fois à améliorer l'expérience du patient, du résident, de l'aidant, de sa famille, donc, bref, l'expérience client, et en même temps, comme dirait l'autre, qui vise aussi à améliorer la dynamique managériale. Alors, d'abord, 2 fondamentaux avant d'entrer dans cette démarche, c'est que ce qui nous a permis de mettre en place cette démarche, d'abord dans nos établissements médico-sociaux, une 40aine de sites en France et en Belgique, et ensuite dans nos établissements sanitaires, à peu près 25 établissements, je vais faire le lien avec la table ronde précédente, c'est il n'y a pas de qualité de soins, il n'y a pas de qualité d'offre de service, il n'y a pas de qualité de vie au travail s'il n'y a pas d'outils de travail adaptés. Ça a été évoqué avant par Emmanuel et les intervenants. J'entendais tout à l'heure des bâtiments qui ont 45 ans et qui n'ont pas subi de rénovation en 45 ans. La première brique de cette démarche Sens du service, c'est d'avoir des outils de travail modernes adaptés. Chez nous, il n'y a que des établissements qui sont neufs ou remis à neuf. On n'en est jamais propriétaire, parce qu'on n'est pas gestionnaire de patrimoine. Donc on n'est que locataire. Par contre, on veut qu'ils soient adaptés à nos besoins. Donc ils sont neufs ou remis à neuf. Ils ont une certaine taille critique en EHPAD, en SSR, parce que sinon il n'y a pas de taille adaptée. Il y a un investissement régulier. Ce matin, je crois que c'est l'interlocuteur belge qui disait que parfois dans le secteur de la santé, on a l'impression que les dynamiques qui se mettent en place dans le monde de l'entreprise s'arrêtent à nos structures sanitaires et médico-sociales. Comment voulez-vous que des établissements ne soient pas rénovés régulièrement tous les 10, 15 ans, parce que les décorations, les besoins, ça change régulièrement. Ce qui vaut dans le secteur du bureau, de l'hôtellerie, de la restauration, je ne vois pas pourquoi ça ne vaudrait pas dans le secteur de la santé. Donc ça veut dire un investissement régulier. Ça veut dire aussi, et on a la chance de l'avoir quand on est un groupe, une expertise en interne. Ça n'a pas forcément été évoqué tout à l'heure. Nous, on a la chance d'avoir une quinzaine d'ingénieurs, d'architectes, qui ne font que construire des établissements de santé, des établissements médico-sociaux. C'est ça leur boulot, nous livrer des outils de travail adaptés. Quel que soit le cabinet d'architectes avec lequel on travaille souvent avec Aya, quel que soit le constructeur et l'entreprise générale qui vous dira tout le temps, qui nous dira tout le temps, mais il n'y a pas de problème, des établissements de santé, j'en ai déjà construit d'autres, je connais, mais non. Nous, on se livre un bâtiment à nous-mêmes, donc on veut qu'il soit conforme à nos besoins, pas à la façon dont il a construit avec l'opérateur d'à côté. Donc on a la chance, nous, d'avoir une quinzaine de professionnels de l'immobilier qui construisent nos outils de travail et qui les rénovent régulièrement. Et puis la chance aussi d'avoir une gouvernance longue, parce qu'on l'a dit, notre métier est un métier industriel, entre guillemets, dans le sens d'investissement lourd et d'un temps long, de décision long et de mise en œuvre long. Donc il faut avoir une gouvernance longue dans ces métiers-là, parce que sinon, si la gouvernance change tous les 4-5 ans, ça veut dire que les projets immobiliers notamment changent constamment. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, pour construire cette démarche Sens du service, ça a été une démarche qui s'est construite aussi sur une brique d'un programme de formation à la bientraitance qu'on a mis en place dans nos établissements médico-sociaux et sanitaires il y a à peu près 5 ans et qu'on a voulu disruptif. On a pris la formation à la bientraitance pour toutes nos équipes, c'est-à-dire tous les professionnels de tous nos établissements, par le biais de la philosophie. Donc, quand vous attaquez
le sujet auprès d'ASH, auprès d'aides-soignants, même auprès de médecins, en disant on va commencer par la philo pour évoquer la bientraitance, la bienveillance. Au départ, ça leur rappelle des vieux cours de philo pour certains, ça leur fait plutôt peur. On a pris ce biais-là de percuter, de questionner sur quel est le sens, quelle est ma mission quand je suis soignant, quand je suis professionnel dans un établissement de santé, dans un établissement médico-social. Et puis après la philo, quand même, il fallait des mises en pratique. Et là, on a internalisé ce volet-là avec des professionnels, psychomotriciens, ergothérapeutes principalement, qui mettent en situation, qui mettent à la place du résident, du patient, pour se dire comment moi je vis quand je suis en fauteuil roulant, quand je suis handicapé. J'ai un copain designer qui a eu la malchance de fréquenter beaucoup d'hôpitaux pendant 4 ans, qui me disait la première chose qu'on voit quand on est patient et auquel on est attentif dans un hôpital, dans une clinique, c'est le plafond. Parce que quand vous arrivez, souvent, vous êtes alité, puis vous passez beaucoup de temps, et la première qualité, finalement, que vous voyez de l'entretien du bâtiment, c'est la qualité des hauts de murs et des plafonds. Et souvent, on ne regarde pas ça quand on est professionnel, parce qu'on ne passe pas son temps à regarder le plafond de nos établissements. Donc, c'est de se mettre à la place du patient ou du résident. Et pour tout le personnel, c'est-à-dire que la voix du responsable de cuisine, la voix de l'ASH, la voix du docteur, a la même importance dans cette dynamique de bientraitance et de comité bientraitance. Donc ça, c'était les 2 briques. Des outils de travail adaptés et puis un programme de formation par notre école de formation qu'on a lancé depuis 5 ans. Donc une fois ces 2 fondamentaux posés, il y avait 2 besoins. Le premier, c'était d'améliorer l'expérience de nos patients en SSR. Premier besoin. Le deuxième besoin, c'était de lancer une nouvelle offre d'EHPAD, puisque j'ai envie de dire, comme le secteur privé traditionnellement, nous avions des EHPAD, donc on va dire plutôt haut de gamme, allez, 80-90 € de prix de journée en province, un peu plus en Île-de-France, donc pour une certaine catégorie de population. Quand il y a 5 ans, on a lancé une nouvelle offre d'EHPAD au même niveau de tarif que les établissements publics et associatifs, sans 1 € de subvention, on s'est dit il va falloir, donc en faisant chuter nos tarifs de 30 à 35%, il va falloir travailler notre offre hôtelière, parce que sinon personne ne sera assez stupide pour aller dans un établissement qui sera toujours Helena Santé, mais à 25 ou 30% moins cher que l'établissement d'à côté qu'on avait déjà. Donc il va falloir travailler notre offre hôtelière pour avoir 2 offres hôtelières différentes. Donc c'était ça les besoins. Et puis de ces besoins qui étaient organisationnels et hôteliers, on a élargi avec le partenaire qu'on a choisi, notre approche sur une démarche à la fois expérience client et dynamique managériale. Je m'explique. D'abord, le partenaire extérieur, on a fait le choix de prendre un partenaire hors du champ de la santé, l'Académie du service, ex-filiale d'Accor, pour nous accompagner sur cette dynamique-là de sens du service. Donc l'Académie du service travaille aussi bien avec des banques, avec des chaînes, des hôtels, bien évidemment, que quelques établissements de santé, mais rares avant nous. Premier élément. Deuxième élément, c'est que où on est passé d'une démarche purement hôtelière au départ et expérience client à une démarche managériale, c'est qu'on a eu à la fois une approche parcours patient, parcours résident au sein de nos structures, mais pas une approche parcours patient-traceur, entre guillemets, pas une approche procédurale. On a eu une approche avec eux émotionnelle. C'est-à-dire quels sont les moments clés dans la vie d'un patient dans un établissement de santé ou dans la vie d'un résident dans un EHPAD ou dans une MRS en Belgique, puisqu'on a quelques établissements en Belgique, quels sont les moments clés qu'il ne faut absolument pas rater? Que ces moments-là soient des moments positifs ou négatifs. C'est-à-dire, je m'explique, en EHPAD, c'est ma première journée en établissement, ma première semaine, mais c'est aussi le décès. Comment j'accompagne la famille et les équipes au moment du décès des résidents. Donc, on a travaillé sur ce qu'on appelle des moments de vérité, les 4-5 moments de vérité qui sont hyper importants pour le client, qu'il soit patient, résident, famille, qui font que de toute façon, si vous en manquez un, l'expérience ne sera pas réussie. Donc on a travaillé sur ces sujets-là. Quand je dis c'est pas une procédure, c'est une histoire, c'est-à-dire que les équipes construisent une histoire idéale. Nous, la première journée d'arrivée d'un patient ou d'un résident dans une structure, voilà ce qu'on écrit sur une page, pas plus long, on ne demande pas un roman. Voilà ce qu'on écrit, la façon dont on aimerait que ça se déroule, idéalement. Et donc, ce n'est pas une procédure parce qu'on n'impose en rien à nos établissements d'avoir exactement la même histoire dans chaque établissement. On impose quelques incontournables. Par contre, l'histoire est propre à chaque établissement. L'expérience que va vivre dans chaque établissement, chaque patient, chaque résident va être différente.
Et puis, ce qui est intéressant en matière de dynamique managériale, c'est que ce qu'appelle l'Académie du service la symétrie des attentions, c'est qu'on a fait exactement la même chose avec les équipes. C'est-à-dire comment être bien traitant avec des patients, des résidents, si on n'est pas soi-même bien traité en tant que personnel, professionnel. Et donc, on a travaillé sur les sur les moments de vérité aussi dans la vie d'un professionnel. Mon premier jour, ma première réunion d'équipe, ma première réunion de recadrage avec mon N+1. Et donc, on a travaillé sur des moments de vérité aussi, qu'on a appelé la symétrie des attentions, pour se dire quels sont les moments importants dans la vie d'un professionnel en structure et comment on va faire là aussi, pas une procédure, comment on va essayer de travailler sur l'expérience que le professionnel va avoir vis-à-vis de ces moments-là. Donc voilà, c'est une démarche qu'on a déployée dans nos établissements médico-sociaux puis sanitaires. Ça va venir, médico-social, c'est fait, pour se dire que l'on soit professionnel ou que l'on soit client, il y a des moments qu'il ne faut pas rater. Et donc, on va travailler sur ces phases-là pour ne pas rater ces moments-là et les mettre en place le mieux possible au cours de la vie du patient ou du résident dans nos structures. Merci beaucoup de ces 3 interventions. Donc, tout le monde se précipite pour expérimenter la téléconsultation.